Mpasizo ntamazatuka batata bafwililizo. Mpasizo ntamazatuka na beto bala twiziza bwana. Mpasizo ntamazatuka na beto bala twiziza bwana. Bweta mbongo mahonda ya ndibukawa ya mukula Kongo. Tata mbiemo mahonda ya ndibukawa ya mukula Kongo. Tabia yenda mahonda ya ndibukawa ya mukula Kongo. Mbemba wa yenda muzari ya ndiba mutela kawandiko. Mbemba wa yenda muzari ya ndiba mutela kawandiko. Matu wandele chaka jimbaka nacho ni yandi wakula Kongo. Matu wandele chaka jimbaka nacho ni yandi wakula Kongo. Menga maubu matamuka nchampe Kongo peja kuluka. Menga maubu matamuka nchampe Kongo peja kuluka. Bayali bayulamyo kuna konyatuka kwa kabazabi. Bayali bazonzamyo kuna konyatuka kwa kabazabi. Bayali bazonzamyo kuna konyatuka ngana kwa bazebi. Ambe batata mpasizilu mweni za luzebi. Ambe bayaya mpasizilu mweni za luzebi. Mama wandombi lutomubanza bulubanza induleno. Mama wandombi lutomubanza bulubanza induleno. Bweta mbongo mahonda na beto bala watu zebi. Mama ngunga mahonda. Mais vraiment, aide tout le monde qui tente ça, tout est tombé là-bas. Filmer la four, beaucoup de blocs là-bas. Donc, je vais faire ça. Il y a d'abord le four. Là, tu as la gouire, tu as les donc tu sauves la gorma. Tu as Bon. Ça va. C'est bon.
Pièce ni pièce quoi. Donc nge bayi wo bana ko ngani tay ko ya damu ko ya ngani tay. C'est bon. Ok. Coopératif de polio au centre de polio de Montréal. Mais vraiment, le la chaîne, le ça j'ai là vraiment. Vraiment, tout ça nous aide. Nous avons salama yo bata mutu tambela bon panazane de BG ba salama mais vraiment gatona na aide vraiment. Vraiment bien no ba le ndi tout bam tout le bam de là. Donc tout ça aide. Ba Congolais et surtout ba Congolais beno la yenda kala sala zabi ko chino ba ntuba sala koko hein surtout beno kwa le de sale tout le bage là hein donc beno total lomba vraiment tout ça le dit salut le chaluta ça donc suivre beno la yenda tant que les bio beno chibita tu manga la chipa para tanetu bakaka ta vutuba saide mais beno la yenda la isagala ko lo kala sala zabi ko chino ba tu ba sala ra donc jango gata donc ni tina ndo melo ko beno vraiment tu sais le dit bana ba tu ba sana tata manjoro vraiment nsaya yindi parce que ni yandi shirle tout mukupiji tu baka photo la chika na tati nsanguti ko beno kama na tamunwa kalumu kurikilabo vraiment chako kashiro babo vraiment matono mamingi tete ta gala boyandi boba tawaya batu bakisa vraiment papa en contact na tata manjoro vraiment mami oba mi belena bashita shingi zeni la zone ça samuna kisalu yayo c'est que ben moi c'est ben metala net frère mon numéro de zone ça
ben metala kisado fasana présenter c'est que mingi na kwa kuna ben na Brazzaville surtout quand tu appelles ça qu'on a demandé en bongo mais dès que vraiment avec mais ça na effort ya ku présenter art na muntu nyonso tu et surtout na mfumo ya peto nous avons dirigé que voilà il y a vana ma mputu na vana okotina vraiment ben na susaka ben aider peto ben emporter peto aide par rapport na ba effort il na beto mais ça là beto ko ça tout le temps vraiment mambo veut vraiment que venir commentaire mingi ya kuvunja donc ali bah tu oh le bal est à lutte. Mais c'est quand même une responsabilité qu'on s'est donné ici, donc parler à des gens qui sont loin de nous. En fait, c'est comme ce que vient de dire M. l'abbé. C'est vraiment tout un sacrifice qu'on vit ici. Et que s'ils peuvent comprendre ce qu'on vient de leur dire, parce que c'est très profond, vouloir ajouter quelque chose sur ce que le président a dit, c'est vraiment peut-être osé, mais en tout cas, il a tout dit. On vit du sacrifice, on sait de faire ce que nous pouvons faire, mais en tout cas, peut-être pas dans la peur, mais que voulez-vous, nous sommes des êtres humains. Nous avons des vies ici, nous avons des familles ici, mais nous osons. Et ce qu'on peut dire chez les autres là-bas, c'est de pouvoir nous appuyer. Comme on dit, union de prière en esprit et pourquoi pas en matériel, on l'a dit tout à l'heure. Donc je n'ai vraiment pas beaucoup à dire, sauf qu'il soit avec nous en esprit et peut-être vouloir venir en aide à tout ce que nous pouvons faire ici parce que c'est important pour le pays, pour tout le monde. Voilà ce que nous pouvons ajouter. Sofa. Rodrigue. Vas-y d'abord. Vraiment merci. Merci d'entrée de jeu. Je ne serai peut-être pas reconnaissant vis-à-vis de vous qui êtes ici, vous qui revenez de la France. Sinon que je suis très content. Pourquoi? Parce que depuis que nous recevons ceux qui proviennent de la France, certes c'est peut-être vous qui paraîtrez, ça c'est mon analyse personnelle, c'est peut-être vous qui paraîtrez être sérieux dans tous les discours que vous avez suivis de la part du président, dans les contacts que vous avez eus ensemble avec le président, et dans tout ce que le président a dit. Et s'il faille que je revienne sur l'une de votre phrases introductive, même si ça a été dit en dialecte, mais il y a des thèmes que parfois je comprends. Ça, excusez-moi, je veux m'excuser là-dessus parce que je ne savais pas, effectivement, même quand je le prendrais, je vais demander qu'on essaie de m'aider parce que je veux plus utiliser des maximes. Non, il n'y a pas de problème. Je souhaiterais que ça soit même comme ça, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Vous avez dit dans cette phrase introductive que un seul doigt ne peut pas laver la figure. Et c'est même ça la base ou bien le fondement de notre doctrine, de notre parti. Parce qu'il faudrait qu'il y ait l'apport de tout le monde, que le président a dit, le développement intégral de tout homme et de tout l'homme. Entre-temps, on n'avait plus de l'espoir pour les gens de la France, suite à toutes les raisons que le président a évoquées, parce qu'on était un peu déçus. Pourquoi?
Parce qu'il y a des gens sur lesquels on comptait et à la dernière minute, c'est pas ce que il faisait ou bien il nous donnait comme solution, comme ce qu'on entendait d'eux. C'est partant de là, vraiment, on n'espérait plus de ceux qui sont en France là-bas. On comptait maintenant de notre propres efforts. Comme Dieu touche toujours certaines sensibilités pour que sa cause puisse aller jusqu'à la fin, tel qu'il a prévu. Voilà, par l'intermédiaire de M. Benjamin Temambani. Et il vous a messagé pour venir nous rencontrer ici. Vraiment, je lui remercie aussi. Et je me rends compte que vous avez les mêmes... c'est-à-dire, lui là-bas, il a les mêmes ambitions ou bien la même douleur pour tirer vraiment ce pays-là qui va vers le bas, pour employer le terme que certains politiciens appliquent, c'est-à-dire pour relever encore le nouveau où tout le peuple sera en paix. Donc une seule chose, pour ne pas être long dans mon adresse, vraiment quand vous allez rentrer en France, et essayez un peu de réunir tout le monde, parce que cette affaire-là, ce n'est pas une affaire. Je sais bien que dans toute chose, dans toute structure, il y a seulement un qui a l'idée. Mais quand il a l'idée, il ne veut pas dire qu'il s'accapare, que la chose, c'est maintenant sa propre chose. Non. Dieu inspire une seule créature, et cette créature, après avoir posé certaines bases, et il fait appel aux autres pour qu'ils puissent gérer la structure. Donc c'est comme ça que M. l'abbé, le président, il est parmi nous. Il a eu cette inspiration de créer le parti qui est la devise, mais il n'est pas dit que non. La devise comme il a créé, c'est son propre parti, ou bien c'est le parti qui appartient à tous les natifs du pôle. Non. Donc, mon adresse est celle-là. Quand vous allez rentrer en France, il faudrait tenter de réunir tout le monde qui est là-bas, les ressortissants de tout horizon. Et moi qui vous parle, il a déjà dit, je suis de l'autre partie. Il n'est pas dit que non, l'autre partie là-bas, il y a une de... Non, c'est une partie du pays qui est là sur le territoire de notre pays, donc le Congo. Il y a de ceux-là qui vivent vers la partie nord, il y a de ceux-là qui vivent vers la partie sud, d'autres par la partie est et l'ouest. Il n'est pas dit que quand nous vivions dans ces départements, et du coup il y a une division. Non, 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 il n'y a pas une division. Bien au contraire, il y a l'unité, comme le stipule notre devise. Donc, essayez un peu de motiver tous les Parisiens qui sont là-bas, vous les motiver, et que dans cette affaire-là, nous qui sommes de loin ici, on trouve que c'est de l'amusement, mais ce n'est pas de l'amusement, c'est une affaire très sérieuse. J'y étais, là-bas jusqu'à la base, et mon séjour là-bas, j'ai pu découvrir toutes les réalités qui les encombrent. Donc, qu'on ne les laisse pas partager seuls dans ce combat, mais il faudrait nous qui sommes ici, ceux qui sont dans la diaspora et même ceux qui ne sont pas dans la diaspora, vraiment réunissons-nous pour aider les frères qui sont de l'autre côté de Brazzaville pour que la chose leur réussisse. Donc voilà un peu en long
et en large ce que vraiment je tenais à vous dire. Merci beaucoup. Même si vous nous avez présenté, bon, je parle en tant que coordinateur national adjoint. Je m'appelle Sofar Bartlon Kodia. Quand on m'a appris il y avait un membre de la diaspora qui était sur place et qui devait passer. Oh la lukwa mama 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 bumbabe. Oh la lukwa mama 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 bumbabe. Zeri asunga na ye bumbabe. Zeri atuga katika mara katika ye tuga na ye juda baba bumbabe. Ndala ya kwasa mopele anzale Sere la mata lo baranga Anga wareninga Dala ya kwasa mopele anzale Kwasa mopele anzale Sere la mata lo baranga Anga wareninga Sere la mata lo baranga Sere la mata baranga Mama,
Sana babwingi menwe mama muni gomba. Sana babwingi menwe mama muni gomba. Kure baka batata na mama me kwa jika nyanga. Kure baka batata na mama me kwa jika nyanga. Kure baka bangaka menwe me kwa jika nyanga. Kure baka bangaka menwe me kwa jika nyanga. Ajala manganga tata wayende. Tara lemba bamutana na tutunga je. Yega tara lemba bamutana na tutunga je. Bawidi bawidi ma. Bawidi menwe bawidi ma.
mundere dina isa diaga nduidi ngongo yeyatara mundere dina isa diaga nduidi ngongo yeyangana ni wobufana kana ya mbongi lukwemaga wana bana bazodiri binsamu lukwete yangana ni wobufana kana na kopamba lukwenwe. Bon, je vais essayer de faire très bref. Attention, il y a l'eau là. Oui, oui. Attention à l'eau là. Alors, comme il se doit, lorsque notre frère Gérard m'a demandé d'intervenir, donc j'ai essayé de griller les nuits pour essayer de trouver quelque chose de très construit pour pouvoir venir intervenir. Mais quand j'entends ce qu'il y a dans la salle et ce qu'il y a derrière les questions, je me dis que je vais mettre de côté tout ce que j'ai préparé et je vais vous parler en tant que témoin et en tant que militant. Bon, tout à l'heure, on m'a présenté comme un militant de la société civile. Ce n'est vraiment pas le cas, parce qu'à l'heure actuelle, société civile, société politique, il faudra encore qu'on arrive à définir avant différent. Je suis un opposant politique au système qui se passe au niveau de Brazzaville. Voilà, donc ça s'arrête. Bon, je vais vous demander de faire un petit exercice que vous allez faire très difficile. Hier, moi j'ai fait, est-ce que c'est un rêve ou un cauchemar? Vous allez me dire ce que c'est. Hier, j'ai rêvé de mon pays, Brazzaville. J'ai rêvé que les gens étaient heureux. J'ai rêvé qu'ils disaient au président de la République de se représenter, parce que sans lui, ils étaient perdus. J'ai rêvé aussi qu'il disait à ce président de la République, « Papa, ne pars pas. S'il le faut, laisse-nous un de tes fils. » Quoi? Des enfants. Un de ses fils. J'ai encore rêvé que tout le monde avait de l'électricité, que tout le monde avait de l'eau, que les femmes n'avaient pas besoin de faire des kilomètres pour aller prendre de l'eau, qu'ils avaient l'eau courante chez eux. J'ai rêvé encore que pour nos jeunes, il y avait des crédits, des mini-crédits, que sur les 5 000 milliards qu'il y avait un peu d'argent dans les banques pour ces jeunes, pour ceux qui veulent créer un débit de boisson, pour ceux qui veulent faire des champs quelque part, il y avait un peu d'argent qu'on leur donnait. J'ai rêvé aussi que nous avions un État, qu'il était juste, que certains gars à Paris, bien sûr toujours les mêmes, semblaient nous dire qu'il y avait du tribalisme. Mais non, il n'y avait pas de tribalisme. Je prends un exemple dans l'armée. Mais dans l'armée, pour prendre les généraux, on allait dans toutes les régions. On est dans toutes les régions. Et que quand on regarde très bien le nombre de généraux qu'il y a autant de généraux qu'il y a dans une région. Et pour avoir les papiers, pour avoir les examens, on encourageait nos enfants, nos fils. Attention, il fallait travailler à Brazzaville. Il n'était surtout pas question d'acheter un diplôme. Ah non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. D'autant plus que les écoles, c'était comme en mon temps. Vous savez, moi, quand j'ai été à l'école, le budget était de 31 milliards. Pas plus. 21 milliards, je crois, 21 milliards. Ah oui. J'ai été à l'internat. Je suis un fils de l'État. Comme disait tout à l'heure notre ami Mandion. Je suis un fils de l'État. Je suis allé à l'internat. Mon père était un paysan. Donc il n'avait pas d'argent pour que j'aille à l'internat. J'étais à l'internat. Vous savez avec qui j'étais à l'internat? J'étais avec les amis qui venaient de Marois. Ils n'avaient pas les parents à Brazzaville. Les livres, la nourriture, l'école, c'est l'État qui s'en occupait. Ah, j'ai rêvé de ça. Paraît que ça continuait effectivement que les écoles privées n'existaient pas, puisque comment voulez-vous que quelqu'un qui ne gagne que 20 000 francs ou 30 000 francs
puisse instruire à l'école 10 enfants qui... voilà. J'ai rêvé aussi qu'il y avait des banques où les 5 000 milliards étaient entreposés, que chaque matin, qu'il y avait un responsable qui prenait la somme qu'il fallait, qui la menait au trésor, et lorsque ces sommes n'étaient pas totalement utilisées, on le ramenait. D'ailleurs, les fonctionnaires, quand ils allaient en mission, ils étaient tout le temps avec un autre délégué du trésor, et ils ramenaient l'argent. Comme ça s'est passé à un moment, au temps où il y avait un président, je ne sais pas comment on l'appelait, président, qui un jour a voulu rendre l'argent. Ah, il s'appelait comme ça, voilà, je s'appelle Massamba Déba. Et c'était Gallo d'ailleurs qui était mis à Exactement. Et d'ailleurs à l'époque, si je me rappelle bien dans mon rêve, pendant ce régime-là, celui que Massamba Déba était l'arrêt, je crois, du Congo, et celui qui s'occupait du trésor, aussi bizarre, s'appelait Babakas. C'est Moussa Bouka. Voilà. Et Bouka Babakas. Il était d'une autre régime. Voilà le rêve que j'ai fait hier en dormant. Et lorsque je me suis réveillé ce matin, je me suis rendu compte que c'était un cauchemar. Pourquoi est-ce que je me permets de vous le dire? Je me permets de vous le dire parce que je commence à avoir un âge avancé malgré tout, que très très tôt j'ai eu la chance que les élèves puissent me mettre à la politique. Je sais que notre peuple souffre, comme ce n'est pas possible. Mettez-vous à la place à Brazzaville de ce père de famille qui ne gagne que 40 000, qui se pose la question de savoir demain qu'est-ce qu'il va manger. Mettez-vous à la place de ce père qui voit passer les Dabira. Pourquoi je les appelle comme ça? Parce que c'est des gens avec lesquels j'ai été à l'école. Dabira, qui sont allés à l'école avec l'argent de l'État. Les Mfouba, j'ai été au lycée avec les Mfouba. Mfouba, les livres qu'il lui donnait, c'est l'État qui les lui donnait. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait ce Mfouba là? La plupart de tout ce que vous voyez au niveau de Brazzaville, nous avons été ensemble. Paraît-il que nous allions changer le pays. Maintenant, nous sommes de l'autre côté. Et quand je me suis réveillé, il y a cette violence qui a eu à reprendre. Bon. Mais je crois que vous avez la même violence que nous. Ça veut dire qu'il y a des tas de choses que nous sommes obligés de changer. Je ne passerai pas par les problèmes de chiffres de constat du Congo. Tout le monde les connaît, je crois que je ne vais pas revenir dessus. De toute façon, entre le pouvoir et nous, Téménier, on n'a pas besoin de discuter de ça. Nous savons très bien que, au niveau de Brazzaville, ça ne va vraiment pas. Je vais prendre le contexte africain, parce que partout en Afrique, on se moque de nous, on se moque de notre continent. Le continent africain, c'est le continent le plus riche. En même temps, c'est le continent le plus pauvre. C'est le continent où il y a eu le plus de coups d'État. C'est le continent où les présidents ont la plus grande longévité au pouvoir. C'est le continent où les présidents sont les plus vieux. À peu près 70 ans d'âge moyen du président. C'est le continent où il y a le plus de présidents qui meurent au niveau du pouvoir. Donc avec tout ça, avec ce contexte-là, nous n'avons vraiment pas besoin de faire quoi que ce soit. Bon, rapidement, puisque j'ai promis quelque chose de court, nous allons venir aux propositions. Parce que très très souvent, en Brazzaville, on dit oui, ceux gens de la diaspora, ils font que des critiques, ils ne font pas des propositions. Nous allons faire des propositions. Pour faire cette proposition, moi je vais d'abord d'un petit témoignage, celui de la conférence nationale. Tout à l'heure, j'ai eu le temps d'en discuter notamment avec M. Manziono et avec M. Prince qui est là, par rapport à ce problème bien précis. J'ai toujours dit que moi je faisais mon meilleur culpa par rapport à la conférence nationale. À la conférence nationale, nous avions le pouvoir. C'est-à-dire que c'était les jeunes, quand nous avons décidé de faire un effort de changement, parce que bon, je n'en parle pas toujours, j'ai fait partie de ceux qui ont créé l'effort de changement. Un certain nombre de tracts, j'ai retrouvé la personne le prouve. À un moment, nous avons créé l'effort de changement. Nous avions le pouvoir. La preuve. Quand j'ai discuté avec Monseigneur Kombo avait discuté avec Sassou, qui était persuadé que derrière le travail que nous étions en train de faire,
il y avait des choses qui étaient organisées. Sassou a dit, bon, si les enfants là veulent prendre le pouvoir, on verra ça, mais en tout cas, en ce qui me concerne, les Kolela et les Souba ne doivent pas prendre le pouvoir. C'est qu'ils savaient très bien que ces heures étaient comptées. Or, pour moi qui était là, il n'y avait rien derrière. On n'avait rien derrière. La preuve, quand arrive le moment où il faut élire les gens, je vais voir, je préfère citer les gens, je vais voir celui qui a été ministre des Affaires étrangères de l'Issouba, Bougousati. Je vois Bougousati. Je dis à Bougousati, possibilité avec nous, Bougousati, moi je dois repartir en France, il y a après Monseigneur Congo, il y a un poste qui est là, il faudrait que les forces de changement le prennent. Vous savez ce qu'il me répond, Bougousati? Il me répond, mais oui, mais Ben, je ne peux pas prendre ce poste-là, parce que, qu'est-ce que je dirais au mien? Tu diras au tien. Parce que moi, je ne suis pas des tiens. Et quand il disait qu'est-ce que je dirais au mien, ça voulait dire qui? Les issolistes. Donc en fait, nous étions tellement pris dans notre affaire, on ne se rendait pas compte qu'il y avait des gens qui étaient organisés autour de Kolela, d'autres autour de l'Issouba, d'autres autour du PCT. Donc nous qui croyons faire le travail, on est totalement mis de côté. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que quand il y a quelque temps, j'ai entendu parler des États généraux, pourtant tout le monde on en parlait dans le temps. Quand j'ai vu certains s'exciter là-dessus, moi ça m'a fait mal. Je me suis dit, nous n'allons pas repartir à la conférence nationale pour subir la même chose. Donc, est-ce qu'à l'heure actuelle, et c'est la question que je vous pose, est-ce qu'à l'heure actuelle, le problème est de se préparer à une future confrontation avec le pouvoir, ou le problème c'est d'aller à Brazzaville? J'ai posé une question sur Internet. Supposons que M. Sassou Nguesso, Machiavelli comme il est, décide aujourd'hui, s'il est dit en disant nous organisons la conférence nationale. Qu'est-ce qu'on ira dire à la conférence nationale? Qu'est-ce qu'on ira dire là-bas? Je suis persuadé qu'entre nous, au niveau de la diaspora, avec ce que je connais, ce Brazzaville, ça va être la grosse bagarre. Pendant 10 ans, nous devions être prêts, nous n'avons pas été prêts. Donc, tout de go, je dis, en ce qui nous concerne, l'impératif à l'heure actuelle, c'est de se préparer. Nous devons nous préparer pour le combat final. Parce que, hier soir, par exemple, j'ai reçu un mot de la part de l'opposition de Brazzaville. Il faut dire qu'avant, je leur avais envoyé un autre mot en disant, vous n'êtes pas sérieux, parce que vous êtes venu une fois ici pour nous dire, oui, voilà, vous n'allez pas vous présenter aux élections présidentielles. Vous allez à Brazzaville, vous prenez la décision de vous présenter. Une deuxième fois, ils me téléphonent pour me dire, oui, essayez de nous aider financièrement parce que nous voulons aller aux législatives. Je dis, mais vous ne pouvez pas aller aux législatives? Est-ce que vous reconnaissez cette constitution? Vous ne reconnaissez pas la constitution, vous voulez quand même aller aux législatives? Je n'irai pas jusqu'à qualifier les oppositions. Je n'ai pas dit que les gens de Brazzaville, ils étaient mauvais, parce que je sais que c'est dur à Brazzaville aussi. Mais tout ce que je peux dire, c'est que la diaspora fait partie aussi de l'opposition. Il ne peut pas prendre, nous on ne peut pas quitter chez lui là-bas, venir ici nous dire que nous avons décidé ceci. Et alors, et nous devenons quoi dans cette affaire-là? Non, j'ai dit que je n'étais pas d'accord. On leur a envoyé un papier. Au lieu de nous retourner un papier pour dire, nous avons pris état de ce que vous avez dit, parce que nous on a proposé des Mfundou dedans. Les Mfundou, tout le monde voit très bien ce que ça veut dire. On l'a dit, les Mfundou. Réunissons-nous. Évitons les grandes réunions, parce que les grandes réunions c'est du spectacle, les gens vont parler. Nous avons la possibilité de nous voir. On peut voir Gérard, je discute avec lui, je vois Massala, je discute avec lui, et nous tombons d'accord. C'est comme ça que ça, pour qu'à la fin, ce soit très très fort. Ceux de Brazzaville m'envoient quelque chose en disant, nous sommes allés faire une conférence où nous avons appelé tous les journalistes. Ils m'envoient le papier, je regarde là-dedans, vous savez qu'est-ce qu'ils écrivent? Un mot qu'ils écrivent au président de la République pour dire, oui, nous allons faire les états généraux, mais nous promotons que les états généraux vont se faire dans le calme, nous ne voulons pas la bagarre, etc. Je dis quoi? Parce que vous avez besoin de demander à Sassou de faire les états généraux. Vous croyez assez bête pour qu'ils disent, ah oui, ils sont très très gentils, oh non, 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 ceux-là ils sont vraiment... Non, moi j'ai répondu aussi, j'ai dit, nous aurons les états généraux de gré ou de force. Et d'ailleurs, si ça ne va pas, nous mettons les gens dans la rue. Si le printemps de Brazzaville doit avoir lieu,
il aura lieu. De toute façon, pour nous, mais nous sommes déjà morts. On parle de paix à Brazzaville. Allez parler à ce petit-là, qui a le paludisme, qui va à l'hôpital général, qui n'a même pas une nivatine. Vous parlez de paix dans cette affaire-là? Non. On est en paix que lorsqu'on peut avoir des droits garantis pour manger, pour se nourrir, pour aller à l'école. Là, on peut parler de paix. Mais on ne peut pas parler de paix quand vous avez des armes qui vous attendent, où on dit, dès que tu parles, voilà, on va taper dessus. Voilà. Donc, pour finir, il y a des interrogations. Là, au moins, je vais quand même les lire. Il y a quelques interrogations. Je me suis posé comme ça. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Juste des questions comme ça. Au Congo, est-ce que nous avons vraiment besoin d'un président de la République? Dans tous les pays du monde, est-ce qu'il y a nécessairement un président de la République? Parce que j'ai l'impression que ce poste de président de la République, tel qu'il est fait, c'est le poste qui finit par canaliser tous les problèmes. Premier problème. Deuxième problème. L'armée. Car à l'heure actuelle, les militaires, tout à l'heure, avec le témoignage, on s'est rendu compte que la personne en question, c'était Ibrahim, je crois, je lui connais aussi en passant comme ça. Il était en même temps politique et en même temps homme d'affaires. Mais en son œuvre, c'était interdit. Les fonctionnaires n'ont pas le droit d'avoir d'affaires. À l'heure actuelle, les gens sont général. Il est général, c'est-à-dire dans l'armée. Il est dans la politique. Il est dans les affaires. Non, c'est pas possible. Donc je pose la question de savoir à quoi servent les armées africaines. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une armée? Avec une pyramide mexicaine totalement inversée. Il y a pratiquement autant de généraux que de soldats. Mais là, à l'heure actuelle, à Brazzaville, autant être général que même de découvrir le vaccin du sida. Je suis persuadé que tu découvrais le vaccin du sida à Brazzaville, tu ne serais même pas considéré comme un général. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que je dis que quand l'opposition nous dit nous irons aux États généraux pour aller voir, le code électoral, je dis non. La crise de Brazzaville est une crise profonde. Donc nos États généraux à nous ne ressemblent pas aux États généraux d'un certain nombre de gens. Ce n'est pas les mêmes. Et c'est pour ça que j'ai dit que non, on ne peut pas. En ce moment, nous ne sommes pas d'accord. Il y a deux positions, même au niveau de la diaspora. Il y a des gens qui pensent que l'important c'est d'être confronté à Sassou, d'aller là-bas pour parler. Nous on dit non. Si nous allons, c'est pour tout casser. Quand nous avons tout cassé, on s'entend. Des choses qui sont négatives, il faut les casser. Mais c'est quoi ce pays-là où vous avez 5 000 milliards, vous continuez à endetter les gens, c'est-à-dire que les enfants que vous avez rentrent encore dans les problèmes de dette. Je ne vais pas vous donner des exemples de pays européens où, comme la Finlande, ou je ne sais pas, la Norvège, où on a pris un peu d'argent, on met de côté pour les futures générations. Regarde tous ces jeunes-là, quand je vais à Château-Rouge, quand je vois ces pauvres jeunes, donc ça ne sont plus nous prendre d'être dans des trains d'atterrissage d'avion pour venir ici en France. Parce que chez eux, c'est l'enfer. Non, je dis là, il y a un problème. Entre eux et nous, il y a un problème. Ou bien, nous décidons de nous asseoir tranquillement, de réfléchir sur l'avenir du pays, ou bien, nous et le peuple, nous nous mettons ensemble pour casser le système. Nous avons des propositions précises. Et là, je finis là parce que nous avons des propositions précises. Il y a celle de la diaspora et celle de Brazzaville. La diaspora, profitant du fait que nous sommes en sécurité, nous sommes en sécurité ici. Alors on peut se réunir, on peut, comme là, pendant nous pourrons discuter, ça ne pose pas de problème. Ceux de Brazzaville ont cette possibilité-là. Donc, nous avons décidé, enfin, nous avons imaginé un mouvement que nous allions appeler Exodus, le retour. Ifoto zonga na mboka. Takala kubakala. Betkwen na boire. Parce que l'Afrique est un de ces rares continents où toute la diaspora politique, physique, intellectuelle se retrouve à l'extérieur. Mais comment voulez-vous qu'on développe l'Afrique? Mais le problème qui se pose également, si aujourd'hui Gérard tu décidais d'aller à Brazzaville, Macron tu décidais d'aller à Brazzaville, le problème c'est que tout seul ça ne marche pas. Je serais récupéré. Moi si je rentre à Brazzaville, je serais récupéré parce que je ne pourrais pas travailler. Donc, nous sommes obligés de préparer Exodus ici. Nous préparons Exodus ici. Ceux de Brazzaville se préparent aussi. Ensuite, nous faisons le tutoiement entre eux et nous. Et là, nous débattons à Brazzaville.
Le fameux rapport de force est celui-là. Écoutez les gars, supposez qu'on soit vraiment assez intelligent, qu'on prenne les amis. Pietro vient même nous donner de l'aide. Je suis sûr qu'en Italie, il nous fera rencontrer la gauche italienne. Les amis du Congo sont prêts à nous donner un coup de main. Supposez que sur la place de Paris, on décide pendant une semaine de faire réellement le congrès de la diaspora. Vous vous rendez compte? Mais les documents, on les a. On a les documents de la conférence nationale. On a des apports différents qui sont venus. La dernière fois, nous étions avec des gens qui nous ont parlé de la monnaie, qui nous ont parlé de... Est-ce que vous trouvez, par exemple, normal que le Congo ou l'Afrique, qui est un pays de matières premières, ne vende aucune matière première semi-finie? On n'a pas de monnaie. La matière première, on ne la voit plus. Donc, on ne peut même pas jongler sur le marché international. Mais attendez, mais aucun avenir possible. Donc, il faut dire aux gens que nous sommes bloqués. Nous sommes arrivés sur une situation où on crève ou on avance. Donc, c'est celui-là, où on crève ou on avance. Alors, donc, pour finir, une proposition pratique, c'est Exodus, le retour, c'est notre but, pour aller en accord avec le Brazza. Nous avons commencé à avoir des contacts avec Brazza, des gens qui nous croient, qui vont à Brazza pour aller les rencontrer, pour leur dire. Parce qu'à un moment, ils ont dit, oui, vous les gens de France, vous venez pour prendre la place. On dit, non, c'est pas comme ça. C'est vous qui êtes fondamentaux là-bas. Mais nous, on se réunit, parce que nous avons la possibilité de pouvoir le faire, vous n'avez pas cette possibilité, on se réunit. On tombe d'accord sur une plateforme. Donc les points les plus importants, par rapport à la division de la richesse, par rapport à l'État. Mais l'État, parlons-en. Allez sur Internet à l'heure actuelle. Vous savez quel est le débat qu'il y a sur Internet? La scission du Congo. C'est ce débat-là. Parce que justement, les gens ne discutent pas des problèmes fondamentaux. Donc, Exodus, nous travaillons pour pouvoir être prêts à aller à Brazzaville. Du point de vue pratique, nous avons dit également ce que nous voulons faire. Les grandes réunions, à la rigueur, on n'en veut pas. Ce que nous voulons, nous connaissons tous, c'est qu'on commence ce qu'on appelle la politique des Fundu. Qu'on se rencontre et qu'on discute. Le but, et là c'est maintenant un appel que je fais aux amis, le véritable but c'est finalement d'organiser sur Paris, le véritable congrès de la diaspora de l'opposition. Double avantage, nous serons pris au sérieux par les amis de l'extérieur, et de deux, nous serons pris au sérieux par notre propre population. Il y a une question. Une intervention. Un témoignage. S'il vous plaît. Parce qu'on a... S'il vous plaît. Prenez place. On va essayer de voir si le temps nous permet. Merci de m'avoir accordé la parole. Je serai très bref, un témoignage disais-je. Suivant s'il vous plaît. Je suis de la société civile au Congo. Notre organisation se dénomme Mouvement pour la culture citoyenne. Par rapport à ce que M. Benjamin venait de dire, qu'effectivement, au départ, on n'est pas obligé d'être nombreux. Notre expérience était telle que nous étions un petit groupe de quelques amis. Nous nous sommes organisés. Nous nous sommes organisés. Vous savez très bien que le pouvoir est encore policier, et même très policier. Et donc, nous nous sommes organisés, nous nous sommes constitués en organisation de la société civile. En 2009, nous avons pris le risque d'initier une lettre interpellative que nous avions adressée au président de nos institutions pour leur demander
pourquoi ils n'arrivaient pas à réagir par rapport aux violations constantes que M. Sassou était en train de faire sur la Constitution. Nous avons pris le risque, je dis bien, d'initier une telle lettre. Je crois que parmi vous ici, il y a beaucoup de gens qui ont dû voir cette lettre en 2009, avant les présidentielles. Mais je remonte un peu 2 ans avant 2009, c'est-à-dire en 2007. J'avais été contacté par 2 personnalités, 2 leaders politiques du PADES. Je ne vais pas citer leur nom. Ils m'ont posé la question de savoir, en tant qu'acteur de la société civile, qu'est-ce que je pensais de la situation actuelle au Congo. Je leur ai dit que ça ne va pas. Et je pense que notre espoir peut aujourd'hui reposer sur vous, politiques. Vous qui étiez au pouvoir hier et qui avez été chassés par les armes, c'est vous qui devriez organiser la reprise du pouvoir pour rétablir la démocratie. Alors, par conséquent, je crois qu'il ne serait pas souhaitable que vous accompagniez M. Sassou aux législatives. Nous sommes en 2007, avant même que les législatives ne se fassent. Je leur ai dit donc ce que je pense, et puis ils ont demandé mon opinion. Je leur ai dit que, étant donné que M. Kolela est assis à table et qu'il est en résidence surveillée, alors il serait souhaitable que vous, qui êtes resté le parti, enfin le parti le plus représentatif, puisque par rapport au nombre de militants que vous pouvez gagner, vous pouvez faire rétablir les rapports de force. Parce que s'il n'y a pas de rapport de force, bon, monsieur va continuer sa marche. Et si vous essayez de rétablir le rapport de force, alors nous, société civile, on va essayer de vous donner le coup de main. Mais hélas, lorsque les législatives arrivent, et j'avais fait un petit voyage, je ne sais pas où, à Libreville, je crois, quand je reviens au pays, j'apprends que oui, le PADES est allé aux législatives. Alors je rappelle ces dignitaires. Je dis, mais monsieur le ministre, qu'est-ce que j'apprends là? Vous allez quand même aux législatives? Oh, tu sais, mon cher, vraiment, la population, les militants ne veulent pas la politique, la chaise vide, etc. Alors là, j'étais écœuré, j'ai dit, mais vraiment, j'ai honte pour mon pays et pour les dirigeants que vous êtes, j'ai vraiment honte. Mais ne vous en faites pas. Demain, on s'occupera de vous. C'est-à-dire, sous-entendu, nous, citoyens, nous allons préparer les gens pour nous retrouver dans la rue. Parce qu'on ne peut pas continuer à voir ce que nous voyons. Nous sommes en 2007, donc en 2009, je vous disais tantôt que nous avons pris le risque d'initier une lettre interpellative. D'abord, d'ailleurs, des amis et des parents se sont même dit, mais quoi, tu es fou, toi? Tu ne connais pas ça? Je dis, mais attendez, moi aujourd'hui, je n'ai plus peur de personne. Je suis un ancien fonctionnaire de la fonction publique, j'ai été fonctionnaire international. Alors, ce qui me reste aujourd'hui, c'est de donner ce que je peux donner à mon pays. Voilà ce que j'ai. Maintenant, si M. Sassou vient me manger, vous continuerez la lutte. Ou alors, vous allez vous laisser tuer aussi. Alors, je vous assure. Donc, nous sommes en 2009. Quand nous avons préparé cette lettre, pour nous, c'était un test. C'était un test, c'est-à-dire que nous l'avons écrit au nom des partis politiques du Congo-Brazzaville et des associations et des organisations de la société civile du Congo-Brazzaville à leurs excellences, messieurs, le président de l'Assemblée, le président de la Cour constitutionnelle, le président du Sénat, le président de la Haute Cour de justice. Donc voilà, et nous avons signé. Je suis allé moi-même à Brazzaville. J'ai rencontré le général Molondeli. J'ai dit, bon, mon général, je viens me permettre de vous présenter quelque chose, je crois que ça rentre dans la ligne
vos indications, lisez et si vous êtes d'accord, vous signez. Quand il a lu, il dit, mes petits frères, vraiment, c'est exactement ça, il n'y a ni virgule ni point enlevé. Et il a signé. J'ai dit, bon, en général, dans ces conditions, puisque vous connaissez vos collègues, les leaders des autres partis, circulez avec la lettre, faites ceux qui sont d'accord ici, s'ils ne sont pas d'accord, mais vous ne laissez pas le document. Il est resté avec le truc, mais qui a signé? Il n'y a que Mirassa, Mbaya Bonaventure, mon ami Kouta Daniel, et puis, bon, et les autres ne sont que des petits partis. Et il y a l'UPADES, l'aile, M. Bongwanza, quelque chose comme ça. El Bongwanza, alors donc, M. Nzon Mathias a refusé de signer. L'UDR Mouinda, bon, comme le leader n'était pas sur place, un de ses collaborateurs, bon, ils ont refusé de signer. Au total, ils ont refusé de signer. Bon, alors, si on veut rétablir l'équilibre, la force, le rapport de force, il faut qu'il y ait qui puisse adhérer à l'initiative. Mais dès lors qu'il y a juste quelques éléments, c'était vraiment pour aller chez. Donc voilà, aujourd'hui, quand on me dit que les partis de l'opposition ont adressé une lettre ouverte au président de la République, je rigole. Donc je suis très heureux que certains parmi vous ont bien vu le piège, n'ont pas adhéré à cette initiative-là, parce que c'est du bluff. Donc poursuivons justement notre action, parce que notre action à nous, en tant que société civile, c'est d'arriver à conscientiser, à faire prendre conscience de la situation des populations. Mais figurez-vous, les populations sont atterrées aujourd'hui. Avec les multiples guerres que nous avons connues, la peur est dans le ventre. C'est-à-dire qu'ils ont peur. Aujourd'hui, pour remobiliser les populations, il faut vraiment un peu de temps. Un peu de temps pour les remobiliser. Mais nous y sommes. Nous sommes en train de le faire. Nous sommes en train d'essayer de le faire. C'est pour ça, dans notre démarche, nous avons écrit un projet que nous avons appelé projet d'appui aux réformes des mentalités en vue de la promotion de la bonne gouvernance et de l'état du droit en République du Congo. Et nous l'avons présenté à un certain nombre de partenaires bilatéraux et multilatéraux. Et justement, la coopération française a bien voulu nous aider dans notre aventure. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils dit ça. Dit que c'est la première fois qu'une organisation de la société civile leur soumettait un projet sérieux. Bon. Et donc, quand ils ont compris que je sortais de la Banque africaine de développement, ils ont bien compris que j'avais une autre façon de voir les choses. Alors donc, dans le cadre d'exécution de ce projet, nous avons sorti un manuel qu'on venait de publier d'ailleurs à Brazzaville le mois dernier, en septembre, le 22 septembre précisément, que nous avons appelé « Comprendre et combattre les antivaleurs au Congo-Brazzaville ». Et quand vous le lisez, vous avez le tableau que vous connaissez presque un peu, mais que nous avions essayé de systématiser, nous l'avons vraiment bien cadré pour vraiment montrer, c'est-à-dire que les problèmes, comment les problèmes se posent, n'est-ce pas, les conséquences, les manifestations, etc. Et nous avons donné des esquisses de solutions. Nous n'avons éludé aucun aspect du problème, y compris les violations de la Constitution, des violations des accords politiques et tous ces problèmes, la fraude électorale, etc. Tous des problèmes qui sont de nature justement à freiner notre développement. Le développement s'entend économique, socio-culturel et humain. Alors, M. Manuel, bien sûr, malheureusement, il me reste une quinzaine d'exemplaires. Donc, nous le vendons, en fait, justement pour nous permettre de continuer à travailler avec l'Europe. Donc, c'est là, malheureusement, il me reste plus. Bon,
prochain. Donc voilà. Merci. Mais évidemment, sachez qu'au Congo, nous sommes une multitude d'organisations non gouvernementales. Mais il y a une multitude qui a été créée par les gouvernants, de sorte que, comme dans cette optique, c'est pour avoir la mainmise sur la société civile. Alors, combien d'organisations de la société civile sont suffisamment sérieuses? Elles ne sont pas nombreuses. À mon avis, il n'y a que peut-être 5 ou 6. Mais pas donc tout le reste, c'est du blabla. Merci. Merci beaucoup. Comme nous avons encore un dernier intervenant, je crois que nous allons un peu perdre du temps. Donc, je crois qu'il faut remercier notre compatriote Zebelen zunganenje chimuna muna kechilombo jata Beso mani mamweni mina kechilombo mona Oko mani mashimbi di bina kechilombo shimba Beni twali mweni mina kechilombo mona Zebelen zunganenje chimuna kechilombo jata Beso mani mamweni muna kechilombo mona Oko mani mashimbi di muna kechilombo shimba Beni twani himweni muna kechilombo mona Mtotonjo wanelewe Kana mabancho mamingime Sambu bya bancho bya bingibye Akanda manza yicho mamingime Totonjo wanelewe Akanda mabancho mamingime Sambu bya bancho bya bingibye Akanda manza yicho mamingime Jedi banza munzai nemeno kakakwana tekela Jedi banza nzai sambulu Jedi banza tizuri ni zonza ni jokwekwe kwa konsono Jedi banza timekwa ndi mputu Jomo nzai babingi pe Mtoto njo wanelewe Kana mabancho mamingime Sambu bya bancho bya bingibye Akanda manza yicho mamingime Toto njo wanelewe Akanda mabancho mamingime Sambu bya bancho bya bingibye Akanda manza yicho mamingime Minamona meno miamona mbwa miasuki na kuntima Bwabunzebi Minamona meno miamona mbwa miasuki na kuntima Mingi mweni Timani utuni ni Chana nzaka kwa zibele wote mambo wa chalua Mingi mweni Chimani utsunini Chana zaka kwa zibele wo Msunga maneze bambo wa shalwa Mingi mweni Oh mikutudindi Chimani wo kwenzange Every week mo bandu Mani wa wanso kengele
Attention, attention, ceci concerne tout le monde. Le plaisir de cuisiner et l'art de recevoir. À toutes les mamans, à toutes nos sœurs africaines et aux amoureux de la cuisine exotique et la bonne table à manger. La centrale d'import et de distribution du manager général Jean-Richard Samba, le patriarche, vous propose des marmites performantes. Des marmites très fonctionnelles et faciles à entretenir. Des marmites produites à base d'alliage en aluminium, très écologiques. Des marmites qui peuvent être utilisées sur tout type de feu. Un grand choix de services en porcelaine, fine ou en faïence, avec possibilité de les personnaliser. Pour acquisition et volonté de distribution, contactez la société Nsimou YTV Management. Nsimou YTV Management à la centrale d'import et de distribution du manager général Jean-Richard Samba, le patriarche. Contact téléphonique 06 98 24 88 08 ou 06 46 44 35 91. Adresse mail m.nsimouYTV@yahoo.fr. Banzungu ya malunga, banzungu ya kitoko, mpona mama o mosala mwandako. Ah, somba ya yo. Chez Nsimou YTV, nani ya kotuna. Ah. Bonjour Anna. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour Marie-Pierre, je prépare les légumes. Ah, les marmites là, tu en as entendu parler? Ah oui, je me rappelle. Oui, moi j'ai déjà utilisé ça. J'ai préparé le sakasaka, vraiment c'est bien. Il faut préparer dans ça, ça crame pas, ça fait la bonne sauce. Je n'ai entendu parler. C'est pas que c'est marmite qu'on voit chez monsieur Samba. Oui, chez monsieur Samba. Ah, Evelyne. Ouais. Qu'est-ce que tu fais toi? Là, je fais de l'oseille. En fait, ces marmites là, ça s'adapte dans toutes les nourritures quoi. Waouh. Tu peux faire de l'oseille, l'haricot blanc comme tu veux quoi. D'accord. Mais moi, j'ai fait les légumes avec. Les légumes? Oui. Ah, d'accord. Je vous conseille, toutes les mamans, d'acheter ces marmites. C'est à bon prix. Ça se trouve chez monsieur Samba d'Ankombi à Saint-Thibault-de-Ville. Les prix sont Tembata. Je vous les conseille, vous ne serez pas dessus. Eh oui, bonjour. Ah non, c'est le manager de la société Nsimou YTV Management. Oui, bon, nous avons 3 secteurs d'activité. Mais la principale, c'est nous sommes une centrale d'import et de distribution des articles de la cuisine et de la table. C'est pour ça que notre devise est le plaisir de cuisiner et l'art de recevoir. Ce qui vous dit que nous avons 5 gammes de batteries, 5 gammes de marmites. La première gamme, elle se compose de 2 pièces. Et la deuxième gamme, elle se compose de 5 pièces, donc 4 marmites plus une poêle. En volume, ça fait de 15 litres jusqu'à 8 litres. Et la poêle, elle fait quand même près de 32 cm. À part cela, nous avons la batterie numéro 3, qui fait aussi 5 pièces. Composition de marmites, donc une ovale de 6 litres. Et les marmites de 5, 4, 3 et 2 litres. Et il y a possibilité d'avoir aussi des marmites émaillées, donc de couleur rouge et de couleur noire, avec une couche anti-adhésive. Hein? Pour le service de table, oui. Le service de table, nous avons plusieurs compositions, mais la composition standard, c'est une composition d'un service de table en assiette, de thé et de café pour les amoureux de ces boissons chaudes. Donc nous avons en 6 litres avec entre 65 et 70 pièces. Et pour 12 pièces, ça fait le double, une centaine de pièces
Donc au cas où vous êtes intéressé, nous sommes prêts à vous envoyer notre catalogue. Dès que vous avez, vous donnez votre adresse, par le mailing, on vous envoie le catalogue pour vous décider. Ok, Jazz. Bon, ben, je crois que mon ami qui est là, Tata Samba, qui m'a beaucoup assisté dans le début du projet, pourra aussi vous en parler dès qu'on se voit. Hein. Nous cherchons également des distributeurs sur la région parisienne, secteur par secteur. Parce que notre rôle, nous comptons être une centrale d'import et de distribution. On ne veut pas s'arrêter à l'étape de détaillant. Parce que pour ce genre de tribune, ça va nous permettre de, comme dit M. Tungabani, de faire un peu le fundu, apprendre à se connaître pour un échange. Certes, la notion de temps est un peu assez serrée, mais au nom de notre mouvement à nous, parce que nous avons été abordés, nous avons un échange avec M. Gérard Benardou, nous ne cessons de penser ceci. Est-ce que le concept opposition sert-il ou ne sert pas le système socialiste? Et de deux, on nous interpelle, on nous dit, maintenant nous faisons quoi? On accorde la parole à M. Charles Lavie de l'association KDT, Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Parce que j'ai un peu les nerfs, j'ai de l'énergie et le micro. Si vous voulez. Donc, mon propos est. Oui, mon propos est assez. On va dire que c'est théorique, mais c'est aussi à partir de mon expérience personnelle de militant au sein du CADTM, Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Et voilà, je reviendrai. J'ai écrit mon discours, donc je vais le lire. C'est bon pour tout le monde. C'est assez fort. Je vais commencer alors. Le lobby, c'est pas le fond. D'accord. Bon, ça marche comme ça? Oui. Ok. Désolé de tout ce tracas. Voilà. Alors, il n'y a que les retrouvailles qui vaillent, comme dit mon ami Alain. Et les rencontres ajouterais-je volontiers. J'ai rencontré Mike Kolakowski et sa femme Yvette en Arles lors de l'université d'été d'attaque. Ils m'ont fait rencontrer d'autres personnes comme Eric Toussaint et Damien Millet et d'autres, toute l'équipe du CADTM, comme je disais, une association fondée en Belgique qui lutte depuis 22 ans pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Je n'ai pas entendu parler aujourd'hui, mais je suppose que tout le monde connaît. Et comme Gérard m'a dit au téléphone lorsqu'il a confirmé mon invitation ici, c'est surtout ces rencontres qui nous font tant de bien ici dans ce monde certes merveilleux, mais qui nous broie inlassablement comme du sel dans son moulin cosmique de la dette. J'ai rencontré Amadou de Burkina Faso, pays des hommes intègres, et Thomas Sankara
Oui, comme vous tous, je sais voyager dans le temps et l'espace. J'ai des outils fabuleux qui me le permettent. Les mots, l'imagination, les livres, la poésie, le rêve. Je rêve en effet, comme bien d'autres, heureusement, d'un monde dans lequel le Congo-Brazzaville ne serait pas dans la situation décrite si bien dans cette citation que j'ai découverte grâce à Ellie, que j'ai rencontrée aussi cet été à Wépion en Belgique. Et je cite, « Quelles que soient les raisons, rien d'honnête ne justifie qu'un pays qui est le 4e producteur de pétrole dans l'Afrique subsaharienne, peuplé de moins de 4 000 habitants, et une économie classée selon la Banque mondiale à la 181e place sur les 183 pays répertoriés. Ça vient du rapport 2012 de la Banque mondiale, Doing Business, faisons des affaires. Et je ne voudrais pas oublier de remercier Gérard de m'avoir invité de partager mon point de vue non spécialiste, de non-expert, sur l'histoire de la dette souveraine et de participer à cette rencontre aujourd'hui. Bon, il me prend un peu d'eau. Je suis désolé. J'ai la bouche sèche. Mais qu'est-ce que je fais ici? Je suis ici car l'aventure intellectuelle et militante me tient à cœur. Et ça fait 16 ans que je me trouve dans une sorte de désert. 16 ans de recherche, d'enseignement, de traduction quasi quotidienne, sans écriture, sans conférence. Aujourd'hui avec vous, c'est ma ressuscitation. Excusez-moi de mes nombreux excès et insuffisances. Excusez-moi d'être moi-même, d'essayer tel que je suis devenu, mélangeant poésie et politique. Je sais bien, celui qui s'excuse s'accuse de ne pas être un expert sur ces questions-là, la dette souveraine, seulement un individu choqué par un système qui écrase les petits, qui a envie de résister à sa façon, de ne pas seulement me cantonner dans mon domaine d'expertise, le discours poétique, dont tout le monde se fiche de toute manière. Cela, le temps passe et nous avons 3 arrêts principaux sur notre recherche, non pas du temps perdu comme Marcel Proust, mais de la dette souveraine toute courte, cette dette qui étrangle de nombreux peuples à travers le monde et qui s'est accumulée de façon odieuse, comme Marx et bien d'autres l'ont démontré. Bon, je saute très vite. Notre voyage, la dette souveraine des pays du Sud ou pays en voie de développement que je préfère nommer les pays appauvris, les pays que nous avons appauvris. Première étape de l'histoire que je vais essayer de vous raconter commence juste après la Deuxième Guerre mondiale avec le plan Marshall ou programme de rétablissement européen. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, les pays européens ont reçu de l'argent directement des États-Unis sous forme de dons, alors que les pays du tiers-monde ont tout de suite été poussés à s'endetter. En effet, comme on peut lire dans l'ouvrage captivant d'Eric Toussaint, Banque mondiale, le coup d'État permanent, après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont décidé qu'il était plus efficace de faire des dons à l'Europe que des prêts. Il y a 2 volets de cette histoire. D'une part, les États-Unis voulaient garder le plein emploi après la guerre, mais pour y arriver, il fallait des clients pour acheter leurs marchandises. Or, l'Europe était non seulement pauvre après la guerre, mais elle devait aussi se reconstruire. Donc, il fallait de l'argent pour ça. D'autre part, du point de vue géopolitique, ils voulaient renforcer le bloc occidental contre le bloc de l'Est. Donc, entre 1948 et 1951,
les États-Unis ont consacré 13 milliards d'euros, dont 11 millions sous forme de dons, au plan Marshall. En contrepartie, les États-Unis ont exigé que les États européens coordonnent la reconstruction afin de contrer le bloc de l'Est, mais aussi qu'ils utilisent cet argent pour acheter des marchandises américaines. C'était donc comme s'ils se donnaient de l'argent qui a fait un simple aller-retour. Par ailleurs, beaucoup de dettes ont été annulées. Je citerai la dette la plus célèbre, c'est la dette de Londres de 1900, à cause de l'accord de Londres de 1953. La dette de l'Allemagne était pas tout à fait, mais à 80% annulée. Et pour l'anecdote, comme nous sommes ici à parler du Congo, la dette de Belgique aussi a été annulée. Je ne sais pas si vous savez pourquoi. C'était parce que l'uranium pour faire la bombe nucléaire larguée sur Hiroshima a été pris au Congo RDC. Donc quelques choses. Bon, donc 3 points là, le plan Marshall pour l'Europe, mais aussi les États-Unis, les pays en voie de développement commencent déjà à s'embêter. Et pour les pays européens, on annule leur dette. L'idée était qu'ils puissent ne pas s'appauvrir, ils puissent rembourser leur dette sans s'appauvrir, seulement consacrant 5% de leur revenu d'export au remboursement de la dette, alors qu'en 2004, les pays en voie de développement ont dû consacrer 12,5% de leur revenu d'exportation au remboursement de leur dette. Donc, on voit le système à 2 vitesses. Je me rends compte que je n'ai que 3 minutes qui restent. Donc, la deuxième étape que je voulais raconter, c'était à la décolonisation. Les pays colons ont légué leur dette aux pays qu'ils avaient colonisés, ce qui est, selon Eric Toussaint, illégal au niveau du droit international. Je vous invite à regarder sur le site du CADTM des vidéos magnifiques où il décrit tout ça. Donc, on voit que les pays en voie de développement s'endettent même quand ils sont sous le joug colonial, parce que, voilà, à la fin de la période coloniale, on leur donne la dette comme cadeau d'indépendance. Indépendant, c'est maintenant les fameuses institutions financières internationales qui poussent ces pays à s'endetter davantage, et donc par un modèle de développement basé sur les exports, comme nous savons. Il y avait deux choses. Il y avait les produits du sous-sol, comme au Congo-Brazzaville, qui malheureusement sont très, très mal utilisés. Je me rends compte que je n'ai pas assez de temps d'aller jusqu'à la fin de mon voyage. C'est pas grave, je suis très content d'avoir pu assister à cette rencontre, et je sais que nous avons écouté des témoignages très intéressants aujourd'hui. Et c'est pas évident de mettre tout le monde ensemble comme ça pour partager leur point de vue. Je peux sauter jusqu'à ma conclusion parce que je me suis posé la question, mais à quoi sert la dette finalement? C'est un livre magnifique d'un auteur anglais qui s'appelle David Graeber, la dette les 5000 premières années. Alors, d'une part, il remonte à la source de la dette en Mésopotamie ancienne, et il montre que la dette, c'était quelque chose qu'on annulait régulièrement les dirigeants des rois, justement pour garder la cohésion sociale. D'accord? Et je trouvais ça super, mais cette conclusion-là ne m'a pas satisfait non plus. Et quelque chose d'autre qui m'a rappelé, ou qui m'a pas rappelé, qui m'a appris, désolé, que en fait, à quoi sert toute cette dette?
c'est dans son dernier chapitre, il dit que finalement, elle sert à financer la guerre permanente livrée par les États-Unis à travers le monde grâce à ses 800 bases militaires. Et je pose l'énigme, pourquoi quand un pays pauvre emprunte un peu d'argent pour survivre, il faut le rembourser intégralement, alors que quand un pays riche en emprunte beaucoup sous forme de bons de trésorerie pour faire la guerre, c'est une sorte de prêt à taux virtuel qui ne sera jamais remboursé. Je vous remercie. Bon livre du CADTM, l'Afrique sans dette, de vice-président Daniel Millet. J'ai quelques informations sur la CADTM si ça peut vous intéresser. Bon, en tout cas, je ne voudrais pas partir d'ici sans parler. Donc, je prends la parole. D'accord. Bon, voilà, je suis Jean-Victor Lenzo. Je suis membre militant du CADTM comme Charles. Je suis au Congo-Brazzaville. Je suis membre de l'ONG Solidaire au Congo-Brazzaville. Et donc membre du CADTM. Alors voilà, mon travail, moi, principalement, c'est dans le milieu de la société civile et notamment dans le milieu culturel, dans le milieu paysan, aussi dans le milieu politique. Je suis membre d'un nouveau parti politique, l'Union pour la démocratie et le socialisme, qui est né à Brazzaville, qui fait partie de l'opposition congolaise, bien entendu. Alors, le travail que moi j'ai, le témoignage que je voulais apporter ici, c'est en milieu paysan. Et c'est difficile de parler de la situation des paysans lorsqu'on a entendu tout ce qui s'est dit ici. Notre frère, M. Angamani, a merveilleusement présenté la situation telle qu'elle se passe de façon générale. Mais la situation en réalité des paysans, c'est la même que celle de tous les Congolais en général. C'est-à-dire c'est la même situation qu'on trouve au niveau de l'école, au niveau de la santé, au niveau des infrastructures de logement et aussi au niveau des infrastructures routières. Ça fait que lorsque ces problèmes sont réunis dans le milieu rural, la vie en milieu rural devient extrêmement pénible, devient impossible. Parce que ces paysans, non seulement ne se logent pas décemment, mais ne se soignent pas, leurs enfants n'ont pas une bonne école, et aussi il n'y a pas des infrastructures routières. Les infrastructures qui existaient, qui étaient le produit du plan quinquennal de 82, je crois, à 85, sont en délabrement. Pourquoi? Mais parce que déjà, les sociétés auxquelles on avait donné ces projets de construction routière étaient des sociétés qui n'avaient pas mis du sérieux de la construction de ces routes. Mais pourquoi? Mais parce que ces projets, ces marchés eux-mêmes répondaient à une logique qui était la logique de l'endettement. C'est-à-dire que c'est de l'argent que nous avions reçu sous forme de dette, mais qui étaient des prêts liés. C'est-à-dire que je vous donne de l'argent, mais en retour, c'est pour, on vous dit, je vous donne de l'argent pour construire une route, mais c'est une entreprise de la société, sinon de l'État, quand c'était des dettes bilatérales, de l'État qui vous prête l'argent qui doit construire cette route. C'est comme ça qu'on a vu les histoires de Astaldi, les histoires de Sopofran, voilà, de commissaire Pex. Donc, tout ça, ça fait que personne en amont ne contrôlait le travail qui se faisait sur le terrain. Donc, du coup, ces routes se sont dégradées au bout de 10 mois. Et aussi, il fallait que ces routes se dégradent rapidement pour que la construction de nouvelles routes augmente le taux de l'endettement du pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut reconstruire les routes pour lesquelles la dette n'a pas encore été finie d'être payée. Donc voilà la situation. Et nous disons au niveau du CADTM, excusez-moi vraiment si je ne me rapproche pas du micro, j'espère que je me fais entendre. Donc aujourd'hui, nous disons au niveau de Solidaire que la bataille n'est pas une bataille qui se résume
qui se résume exclusivement sur le plan local, mais c'est une bataille qui se fait sur le plan local, mais avec une connotation globale, parce que la bataille que nous menons, ce n'est pas une bataille qui se réduit simplement à un individu ou à un système unique, mais c'est une bataille qui se fait en face d'un système qui lui-même est un système globalisé. Et donc voilà pourquoi lorsqu'on regarde, on a la même situation en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal. On a parlé de la situation d'Areva, qui a pollué au Niger, mais ce qu'on dit, c'est qu'en République démocratique du Congo, dans les mines de diamants, partout, mais il y a une situation effroyable et jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à s'intoxiquer. Donc ce n'est pas une situation qui doit être limitée à une zone dédiée, à une zone géographique donnée, mais une situation qui doit être vue de façon globale, parce que ce qu'on pense que l'ennemi c'est une petite entité, non, l'ennemi c'est une grande entité qui a des tentacules un peu partout. Donc le système, moi je dis, le système de Brazzaville lui-même fait partie d'un système vaste, n'est en fait qu'un ensemble de potentats, sinon de marionnettes, dont les ficelles sont tirées par une grande structure. Je dirais, ici, on a parlé, c'est dans cette structure que se dit, on a parlé de lobby, on a parlé de France-Afrique, mais on a parlé de la finance internationale, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, parce qu'aujourd'hui, toute la gestion du patrimoine pétrolier national, mais ça échappe aux citoyens congolais, ça échappe aux citoyens congolais. Pourquoi? Mais parce que justement ce patrimoine est géré exclusivement, la rente pétrolière est destinée exclusivement au remboursement de la dette, chapeautée, contrôlée par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Donc voilà pourquoi je dis, voilà pourquoi nous disons au niveau de nos structures que la bataille, c'est une bataille qui doit être une bataille sur tous les fronts. Et c'est ça ce qu'a dit un intervenant ici, la rupture, la brisure qu'il y a entre la sphère politique et la sphère sociale, c'est-à-dire la sphère de la société civile. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez au Congo, la sphère politique est totalement, je dirais, discréditée dans le milieu social. Mais pourquoi? Mais parce que les gens, les populations ne se reconnaissent pas dans le discours politique. Mais pourquoi? Mais parce que le discours politique ne prend pas en compte les aspirations de ces populations, n'écoute pas ces populations. Au lieu que le discours politique se construise sur la base des propositions ou de la volonté ou des demandes des populations, mais le discours politique se construit et se propose aux populations. Ce qui est totalement l'inverse. Et aujourd'hui, lorsque M. Tounamani pose la question il faut repartir au niveau de la conférence nationale à l'endroit ou au point de l'échec de la conférence nationale souveraine, mais lorsque nous, au niveau de l'ONG, nous avons fait une analyse de l'échec de la conférence nationale souveraine, mais l'échec de la conférence nationale, c'est que les membres qui sont venus à la conférence souveraine, sinon la conférence souveraine elle-même n'avait pas une politique cohérente, un projet politique cohérent. Le projet politique de la conférence nationale, c'était la destruction du monopartisme, la destruction du monolithisme politique qu'il y avait au-delà. Mais au-delà de la destruction de ce monopartisme, il n'y avait absolument rien. De sorte que lorsqu'on est arrivé à la fin de la conférence nationale, toutes les contradictions ou toutes les sottises qu'il y avait au-delà. Donc le tribalisme, l'ethnocentrisme, le tribalisme est revenu, la concussion est revenue, tout cela est revenu. Et aussi, le fait que quand le pouvoir politique arrive, le pouvoir de Youssoufa qui arrive lui-même, manque un projet politique cohérent dans les domaines, dans les zones rurales, il n'y a pas une politique agricole elle-même qui serait une entité d'une politique générale. Et la preuve, c'est que les mesures de la conférence nationale, la première mesure de la conférence nationale quand même, c'est la destruction de tout le système, sinon de tous les éléments qui lui ont donné naissance, qui ont donné la possibilité à ce qu'elle se tienne.
c'est-à-dire la destruction d'abord de l'unité syndicale. La destruction de l'unité syndicale. C'est la conférence nationale, donc les conférenciers qui sont à la conférence nationale qui proclament, qui décrètent le multisyndicalisme. Or, si la conférence nationale est arrivée, c'est parce qu'il y a eu la force en face du pouvoir, de l'unité syndicale, de la grande centrale syndicale, et puis des batailles des jeunesses. Les batailles de la jeunesse qui sont parties depuis 1980, avec les premières frappes des mesures d'austérité du Fonds monétaire international, donc la réduction des charges de l'État qui a frappé en premier les jeunes, la réduction du taux de bachelier, la réduction de l'attribution de bourses. Il faut quand même noter que ce sont les jeunes, les premiers, les lycéens qui sont allés dans la rue et qui ont fait les premières victimes des mesures d'austérité. Donc aujourd'hui, je me dis que ce qu'il faut faire pour l'ensemble de la société congolaise, c'est l'élaboration, la construction, penser un vrai projet politique conséquent, un projet politique salutaire pour le pays. C'est à partir de l'idée de concevoir ce projet politique que devraient se construire les différentes plateformes politiques. Mais si chaque plateforme politique se construit à partir de l'idée simplement de revenir à une vraie démocratie, mais il n'y aura pas de vraie démocratie sans projet politique démocratique. Sinon, on va avoir une équipe qui va arriver, sinon il y aura simplement de l'alternance. Parce que l'alternance, ce n'est pas une démocratie. Il faut qu'il y ait une alternative dans l'alternance. Mais si on n'a pas ça, non, on va se faire chapeauter toujours par la même situation, par la même question. Donc c'est là où je dis que toutes les structures qui sont en train de prendre naissance, il est intéressant de discuter avec elles, de composer avec elles, mais en regardant comment aller de l'avant, comment bâtir un réel programme, un réel projet politique démocratique. Donc voilà ce que...